Cette semaine a été sombre pour les médias traditionnels et surtout pour le New York Times. Je pense qu'il nous incombe de nous demander comment le New York Times, autrefois le bastion et le sommet du journalisme occidental, est devenu une courroie de transmission de la plus ancienne haine de l'histoire. Je veux débuter par quelque chose qui me pèse depuis un moment. Et si vous êtes une personne de conscience et que vous croyez en la vérité, en la preuve et en l'état de droit, cela devrait vraiment vous ronger aussi. Le New York Times a publié cette semaine une tribune de Nicholas Kristof. Laissez-moi vous dire ce qu'il a allégué, si vous ne l'avez pas déjà entendu. Il a allégué que des soldats israéliens se livrent à des viols systématiques, un système de viol contre des prisonniers palestiniens. Il a allégué que des chiens étaient dressés pour agresser sexuellement des détenus. Maintenant, même si nous avons peut-être déjà entendu cela, je veux que nous prenions un moment pour y réfléchir. Parce que c'est une allégation si monstrueuse et extrême, qu'un rédacteur sérieux, un journaliste sérieux, tout être humain sérieux s'arrêterait vraiment et se poserait une question avant de cliquer sur « Publier ». Où sont les preuves? Maintenant, je veux être parfaitement clair dès le tout début. Si un soldat, qu'il soit américain, européen ou israélien, commet un crime, on enquête et on le poursuit en justice. C'est ce que font les démocraties. Et Israël n'est pas une exception. Israël est une démocratie. Et les démocraties n'ont pas peur des enquêtes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici est quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple mauvais article. Ce qui s'est passé ici, c'est une machine conçue pour reprendre les accusations les plus extrêmes et les plus incendiaires contre l'État juif. Les blanchir à travers des réseaux d'activistes, les habiller avec l'entête du New York Times et les injecter dans la circulation mondiale de l'information. Avant que quiconque ait le temps de poser ne serait-ce qu'une seule question difficile. Et ce que je veux que nous fassions, c'est de démonter cette machine pièce par pièce. Tout d'abord, il y a un motif récurrent. Avant d'aborder l'article de la semaine, il faut comprendre ceci. Certains diront que les journaux et journalistes font parfois des erreurs. D'accord, c'est juste. Ce n'est pas une erreur, mais un schéma récurrent. Revenons en pensée au 17 octobre 2023. C'était seulement 10 jours après le massacre du Hamas, lorsqu'ils ont massacré 1200 juifs. À ce moment-là, j'étais en direct pour une interview lorsqu'un soldat de l'unité des porte-paroles de Tsahal s'est placé derrière la caméra et m'a fait signe d'abréger l'interview. Et j'ai quitté le direct et je lui ai demandé « Que se passe-t-il » Et elle m'a dit « Écoute, il y a eu un rapport disant qu'il y avait eu une explosion à l'hôpital Al-Ahli à Gaza. » J'ai dit « D'accord. » Et elle a dit « Il y a déjà des articles qui sortent et qui disent que c'est nous. » Et en fait, le New York Times a publié le titre suivant. Une frappe aérienne israélienne tue 500 personnes dans un hôpital de Gaza. Maintenant, en quelques minutes, ce titre était partout. Il y a eu essentiellement des émeutes qui ont éclaté à travers le Moyen-Orient. Des dirigeants mondiaux ont condamné Israël. Le roi Abdallah de Jordanie a annulé le sommet avec le président Biden. Et puis, bien sûr, l'histoire s'est effondrée. Ce n'était pas une frappe aérienne israélienne. Il n'y avait pas 500 morts. Et ce n'était pas dans l'hôpital. C'était une roquette ratée tirée par le djihad islamique palestinien qui est tombée à Gaza et a touché le parking de leur propre hôpital. Ce titre contenait 5 erreurs majeures. Le Times a enterré la correction et ne l'a publié que plusieurs jours plus tard, une fois le mal fait. Un mois plus tard, le Times a publié un autre article, affirmant que le taux de mortalité civile à Gaza imputé à Israël était presque sans précédent dans la guerre moderne, même comparé à la Russie et à l'Ukraine. Maintenant, sans précédent, même comparé à la Russie, un blogueur, et il a suffi d'un simple blogueur. La vérification des faits a souligné qu'à Mariupol seulement, la Russie avait tué plus de civils que le nombre que le Hamas revendiquait pour l'ensemble de Gaza. Et voici l'ironie. Le New York Times lui-même avait déjà largement couvert le massacre de civils à Mariupol. Leurs propres journalistes en avaient parlé. Leur propre rédacteur en chef l'avait publié. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, leurs propres journalistes sont passés à côté. Le Times a vite retiré le paragraphe de son site. Aucun avis de correction ni divulgation n'a été fait. Vous ne trouverez rien. Entre le 7 octobre 2023 et le 7 juin 2024, le New York Times a admis avoir commis 72 erreurs dans sa couverture de la guerre. 48 d'entre elles concernaient Israël. Cela fait 48 erreurs. À un moment,
Des personnes raisonnables cessent de croire à de simples erreurs et se demandent si l'institution n'a pas un problème de récit, un biais structurel ou une conclusion prédéterminée, insensible à toute preuve. Et cela nous ramène à cette semaine douloureuse pour les médias. Maintenant, parlons de la façon dont Christophe a réellement construit son dossier, car c'est là que le rideau se lève. La chaîne des sources passe par des ONG militantes, des témoignages anonymes, des intermédiaires idéologiques et des écosystèmes de défense anti-Israël, y compris des Israéliens marginaux qui ont tourné le dos à leur pays. C'est la base de ce reportage. C'est ce que le New York Times a jugé suffisant pour accuser Israël de mener un programme systématique de viol. Et pour éviter de croire à une coïncidence, l'article de Christophe est sorti un jour avant qu'une étude majeure ne soit publiée sur les viols systématiques commis contre des hommes et des femmes israéliens. Cela s'est réellement produit le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Quelqu'un a vu cela arriver et a dit « Il faut anticiper. Nous devons neutraliser cela. Nous devons diffuser quelque chose qui fera pencher la balance. » Alors ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient à leur disposition et ils ont mis en avant un journaliste lauréat du prix Pulitzer, qui avait des sources plus que douteuses, et ils l'ont mis en avant. Maintenant, l'une des principales organisations derrière les accusations contre Israël s'appelle Euromed. C'est l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme. Ça semble très neutre. C'est basé à Genève. Ça semble très officiel. Ça ressemble à une organisation sérieuse. Eh bien, regardons un peu sous la surface. Grattons un peu pour révéler les numéros de loterie et retirer cette pellicule métallique. Et, waouh, c'est la même organisation qui avait déjà accusé Israël de prélever des organes sur des cadavres palestiniens, du prélèvement d'organes. C'était déjà en 2024. Ça, c'est un langage de l'accusation médiévale de meurtre rituel, déguisé sous l'entête d'une organisation à but non lucratif. Et pourtant, ils sont devenus l'un des principaux relais des accusations qui sont maintenant traitées dans le monde entier comme des faits établis. Ensuite, il y a Shayel Ben Ephraim. Eh bien, ça sonne hébreu. Il doit être israélien. Il doit savoir ce qui se passe, non? Eh bien, il a fait sa thèse de doctorat sur le fait de tourner le dos au sionisme. Et c'était un ancien universitaire affilié à l'UCLA que je vous suggère de chercher sur Google pour voir les accusations sexuelles qui ont été portées contre lui et soit son renvoi, soit son départ volontaire de son poste. Mais je vous laisse le soin de consulter son dossier. Il a rassemblé des allégations provenant de groupes de défense, y compris, sans surprise, Euromed et CAIR. Il dit avoir parlé à des gardes au département d'État. Nous ignorons leur identité. Et il a présenté le résultat comme une preuve d'un programme d'abus systématique, y compris l'utilisation de chiens. Maintenant, cela a été amplifié par quelque chose appelé Electric Intifada. Owen Jones a évoqué l'affaire du Chili de Pinochet, qui impliquait un chien qui aurait été utilisé au Chili contre des prisonniers, comme preuve que ces allégations, qu'un chien puisse violer une personne, étaient plausibles. Dropsite News a publié les témoignages sans vérification indépendante. Ali Abounama, le cofondateur d'Electric Intifada, a dit que c'était l'une des atrocités les plus bestiales qu'il ait jamais entendues. Et ensuite, le New York Times a donné à tout l'écosystème ce qui lui manquait, la légitimité institutionnelle des médias traditionnels. C'est ça la machine. Allégations d'activistes, amplification par les ONG, escalade sur les réseaux sociaux, tout s'accumule. Et ensuite, un journal d'élite valide le tout. On répète le même schéma, et une fois que le Times y appose son nom, des millions de personnes dans le monde supposent que ça doit être vrai parce que c'est le New York Times. L'allégation elle-même devient une histoire et la vérification devient secondaire. Et la reddition de comptes, alors, elle n'arrive jamais. Je vais maintenant aborder l'allégation la plus grotesque. On accuse des soldats juifs d'avoir dressé des chiens pour agresser sexuellement des prisonniers palestiniens. Ce n'est pas un comportement isolé. Ce n'est pas l'acte d'un soldat isolé. Il est affirmé que l'armée israélienne a systématiquement dressé des chiens dans le cadre d'une politique pour violer des détenus. Maintenant, sur quelle preuve repose cette affirmation extraordinaire? Des témoignages anonymes, des ONG militantes comme Euromed, des intermédiaires motivés idéologiquement comme Shayel, aucune preuve médico-légale vérifiée de manière indépendante, aucune vérification médicale rendue publique, aucun témoin identifié prêt à témoigner sous serment. C'est tout.
Si quelqu'un entrait dans la salle de rédaction du New York Times et affirmait que la police américaine ou l'armée française entraînait systématiquement des chiens à violer des détenus, pensez-vous que les éditeurs du Times laisseraient passer ça, sans la moindre preuve médico-légale, sans une seule source nommée, sans la moindre corroboration médicale indépendante? Bien sûr que non. Mais quand l'accusation vise Israël, le seuil de preuve disparaît. D'ailleurs, des dresseurs de chiens professionnels se sont exprimés. Brandon Macmillan, l'animateur primé aux Emmy Awards de l'émission Lucky Dog sur CBS, a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler d'un chien dressé pour violer un être humain. Et il ne pensait même pas que cela soit biologiquement plausible. Pourquoi? Parce que les chiens mâles ne deviennent pas sexuellement excités sur commande comme les chiens d'attaque sont dressés à mordre. La mécanique ne fonctionne tout simplement pas. Mais cela n'avait pas d'importance parce que l'allégation servait le récit. Et dans l'écosystème médiatique dans lequel nous vivons aujourd'hui, servir le récit suffit. Ici, l'histoire résonne fortement car cela s'appelle l'accusation de meurtre rituel. Et parce que les accusations de meurtre rituel, et appelons cela par son nom, une accusation de meurtre rituel, n'ont jamais vraiment été fondées sur des preuves. Ils visaient à fabriquer une justification morale pour haïr les Juifs. Dans l'Europe médiévale, les Juifs étaient accusés d'empoisonner les puits, de profaner des symboles religieux, d'assassiner des enfants chrétiens afin que nous puissions utiliser leur sang et de cuire la matzah pour Pessah. Waouh! Ça doit être vraiment, vraiment délicieux. Le langage change au fil des siècles. Le mécanisme du mythe du meurtre rituel, lui, ne change pas. Le mécanisme reste le même. Choisissez l'accusation la plus vile possible. Débarrassez-la de toute exigence de preuve et diffusez-la à travers des institutions qui lui donnent de la crédibilité. En Europe, c'était l'Église. Aujourd'hui, c'est le New York Times. Christophe n'est pas idiot, c'est un homme intelligent, lauréat d'un prix Pulitzer. Il a compris que des allégations aussi extrêmes nécessitent une forme de validation israélienne, car sans cela, l'article ressemble exactement à ce qu'il est. Un outil militant, un pamphlet de propagande déguisé en journal. Alors il s'est tourné vers celui vers qui il se tourne toujours, à savoir Ehud Olmert. Ehud Olmert était l'ancien premier ministre d'Israël. Maintenant, je ne suis pas vraiment connu pour être un admirateur d'Ehud Olmert si vous avez regardé cette émission ou mes interviews. Mais ce qui s'est réellement passé ici est important, parce que Christophe a cité Olmert en disant « Est-ce que je crois que cela arrive ?» Définitivement. L'implication était claire. L'ancien premier ministre israélien valide les allégations de viol systématique, de torture sexuelle et de petits chiens utilisés comme instrument d'agression sexuelle. La seule chose, c'est qu'Olmert, et c'est assez inhabituel de sa part, s'est en fait publiquement opposé et a précisé « Je n'ai pas validé ces allégations et je n'ai aucune connaissance qui les soutienne ». Olmert a précisé qu'il évoquait en général les accusations de mauvaise conduite en guerre. Je n'apprécie pas cela. En fait, je trouve ça pathétique, mais il n'a pas validé les allégations de viol systématique, de torture systématique et de l'utilisation systématique de chiens contre les prisonniers. Donc, au moins selon Olmert, Christophe a construit une fausse impression en utilisant une citation sortie de son contexte et l'a présentée comme une validation israélienne d'allégations que la source elle-même, Olmert, dit n'avoir jamais validées. Ça, ce n'est pas du journalisme. Ça, mes amis, c'est de la manipulation. Et le New York Times doit à Ehud Olmert et à ses lecteurs une correction complète. Maintenant, une grande partie de tout ce récit repose sur une installation appelée Sde Teiman. Alors, analysons vraiment Sde Teiman et voyons ce qui s'y est passé. Après le 7 octobre, Israël s'est soudainement retrouvé à devoir traiter un grand nombre de terroristes du Hamas et de suspects de terrorisme qui avaient été capturés en plein combat. Sde Teiman est devenu le centre de détention et de criblage à des fins de renseignement en temps de guerre. Des allégations de mauvais traitements ont émergé. Israël étant une démocratie, des enquêtes ont été lancées, comme le font les démocraties. Mais alors, un événement a de quoi inquiéter tout observateur honnête. L'affaire phare concernait 10 réservistes de Tsahal arrêtés après la diffusion d'images semblant montrer des mauvais traitements infligés à un détenu palestinien. La vidéo a eu un impact international. Elle semblait accablante. Des soldats escortent un prisonnier derrière des boucliers, hors des caméras. C'est tout ce que montre la vidéo, mais des questions sont vite apparues. La barrière de boucliers anti-émeute? C'est la procédure standard dite force-sang lors des fouilles, et non pour des raisons sinistres. Un journaliste d'investigation de Cannes Cannes 11 en Israël, a identifié des incohérences concernant les horodatages associés aux images. Des questions ont aussi surgi sur la chronologie des allégations.
Plus important encore, le récit généralisé de torture sexuelle systématique allait bien au-delà des accusations qui ont finalement été poursuivies devant les tribunaux. Début 2025, des rapports indiquaient que les accusations d'agression sexuelle au cœur du récit public ne faisaient même plus partie de l'acte d'accusation. Des rapports ultérieurs ont indiqué l'abandon total des accusations. Et l'avocat général israélien impliqué dans la fuite des images a ensuite démissionné et fait l'objet d'une enquête pour avoir délibérément divulgué ce matériel. Et d'avoir fabriqué ce matériel afin de dissiper l'accusation selon laquelle son département était trop indulgent. Donc, elle a divulgué à la presse du matériel qui avait été fabriqué, afin qu'il y ait une campagne contre 10 réservistes. Une campagne injustifiée qu'elle pourrait ensuite soutenir et montrer qu'elle poursuivait effectivement des soldats israéliens pour des méfaits qu'ils n'avaient en réalité jamais commis. Cela a été l'une des plus grandes campagnes de diffamation de l'histoire de l'État d'Israël. Cette femme a réussi à échapper à la garde militaire d'une manière ou d'une autre et a jeté son téléphone portable dans l'océan, mais il a finalement été retrouvé. Et il en a été de même pour tout ce complot. Et le fondement de toute l'affaire de Sde Teiman a été rejeté par le tribunal, ce qui signifie que toute la base sur laquelle le New York Times a construit son récit d'une histoire de viol systématique par Israël s'est effondrée sous l'examen. Je veux vous montrer quelque chose car l'hypocrisie ici est si évidente qu'elle doit être dénoncée. La même semaine où le New York Times a publié l'article de Nicholas Kristof accusant Israël de diriger un régime de viol, le journal a publié un autre article sur l'Ukraine. Le titre « Voici les robots tueurs, les Ukrainiens qui façonnent l'avenir de la guerre ». L'article célébrait le développement par l'Ukraine de drones autonomes, de systèmes de ciblage par intelligence artificielle et d'armes capables de décider d'elles-mêmes d'utiliser la force létale. L'avenir du meurtre par les machines. Et le ton, c'est de l'admiration. C'est innovant et c'est futuriste. En fait, maintenant, le cerveau ukrainien derrière tout ça peut tuer non plus 35 000 Russes par semaine, mais 50 000. La question n'est plus de savoir si les machines doivent tuer ou visent les bonnes personnes. Il faut lire des centaines de mots dans l'article. Et puis, presque comme une note de bas de page, vient la contestation. Certaines organisations de défense des droits de l'homme étaient sceptiques. Imaginez maintenant le New York Times publier un tel article sur Israël. Israël façonne l'avenir de la guerre, le ciblage par l'IA, l'innovation, la nécessité. Vous pouvez l'imaginer parce que moi non. Quand l'Ukraine crée des systèmes autonomes de mise à mort, c'est innovant. Quand Israël combat le Hamas, après le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, on se met soudain à parler de génocide, de barbarie, de sadisme et de viol. Cette asymétrie morale n'est pas un hasard. C'est un choix. Un choix éditorial cohérent, fait encore et encore par le journal le plus influent du monde anglophone. Le même journal qui romantise les drones tueurs autonomes en Ukraine publie des allégations dignes du Moyen-Âge sur des soldats juifs entraînant des chiens à violer des prisonniers. Et soit ils ne remarquent pas la contradiction parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur chambre d'éco-progressistes, soit ils s'en moquent. Mais les deux possibilités devraient vous inquiéter. Maintenant, je veux terminer sur quelque chose qui m'a réellement satisfait cette semaine. Le Premier ministre Netanyahou a annoncé qu'Israël a l'intention de poursuivre le New York Times à cause de cet article. Et je veux le dire clairement, c'est une bonne chose. C'est exactement la bonne décision. Pendant des années, le New York Times a agi en partant du principe qu'il pouvait publier pratiquement n'importe quoi sur Israël en se basant sur n'importe quelle chaîne de sources, aussi douteuse soit-elle, sans jamais en subir les conséquences. Il publie parfois une discrète correction ou une rétractation peu remarquée. Et ensuite, il passe à la prochaine accusation. Cette époque doit prendre fin. Il faut les obliger à se présenter devant le tribunal. Qu'ils expliquent précisément quelles normes de preuve ils ont appliquées avant d'accuser Israël, une démocratie, de diriger un régime de viol systématique. Obligez-les à défendre la chaîne des sources sous serment. Tenir les institutions puissantes responsables, ce n'est pas une menace pour la liberté d'expression. C'est l'exercice de la liberté d'expression. Le New York Times n'échappe pas à l'examen et Israël a parfaitement le droit d'exiger des comptes. Ce n'est plus seulement un problème médiatique. C'est une crise de légitimité.
Lorsque des institutions d'élite comme le Times abandonnent les standards de preuve, en particulier lorsque l'accusation vise les Juifs et l'État juif, elles ne font pas que nuire au journalisme. Elles portent atteinte au tissu même de la société civile. Elles donnent une caution morale à la haine. Si des crimes ont eu lieu à Sde-Théman, enquêtez dessus, poursuivez les personnes responsables. Israël sait faire cela. Il a déjà poursuivi des personnes et le referait si besoin. Mais de telles accusations, qui sont si incendiaires, des accusations qui font écho à certaines des plus anciennes et des plus meurtrières calomnies de l'histoire humaine, cela nécessite des preuves accablantes. Pas de témoignages anonymes, pas d'ONG militantes qui parlent d'Israël vendant des organes de donneurs palestiniens, pas de chaîne de sources qui s'effondrent dès qu'on tire sur un seul fil. Vous savez, la vraie question ici, au fond, ce n'est pas Israël. C'est de savoir si ces institutions d'élite sont prêtes à appliquer les mêmes critères de preuve aux accusations contre les Juifs et les Israéliens qu'elles appliqueraient à des accusations contre n'importe qui d'autre. Ce n'est pas une demande radicale. C'est vraiment le strict minimum. Et le fait même que nous devions encore une fois le dire à voix haute vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons exiger des preuves, surtout lorsque l'accusation vise les Juifs et Israël. Ici True East et je suis Daron Spillman.